Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Pour ce numéro 17 de la série Entendu à Budapest, tourné d'ailleurs effectivement de Budapest, ça arrive, j'ai décidé de relayer une fois de plus les propos de l'analyste magarophone, mais citoyen israélien, général de l'armée israélienne, Robert C. Castel, qui est réellement, si j'ose dire, la découverte de la saison. Alors pourquoi? Eh bien, je dirais parce que Robert Castel, c'est la conjonction d'une personnalité intellectuelle hors du commun et d'une liberté de parole conditionnée par la position stratégique bien particulière qui est celle d'Israël dans cette question ukrainienne, une liberté de parole assez rare dans le domaine d'expertise qui est celui de Robert Castel, c'est-à-dire ce domaine souvent dit des politiques de sécurité. L'interview de Robert Castel que je compte aujourd'hui relayer date d'hier et elle a été réalisée par Tomasz Kirai pour la chaîne Ultrapunk. C'est une interview tellement riche que je vais probablement en tirer deux numéros de cette série et non pas un seul. Le second, si je trouve le temps de le réaliser, sera d'ailleurs justement consacré aux spécificités de cette position stratégique israélienne, sur laquelle, dans cette interview, Robert Castel a fini par s'exprimer avec une franchise réellement surprenante. Un degré de franchise, si j'ose dire, qu'il n'avait, à ma connaissance, j'ai pu rater quelques interviews au cours des 6 derniers mois, jamais atteint jusqu'à présent. Mais revenons au thème qui doit être celui de ce numéro. Ce sont des propos que Robert Castel tient principalement au début de l'interview et qu'on pourrait résumer sous le titre Commentaire d'un expert sur le polygone Ukraine 2022. Alors, Polygone Ukraine, c'est le nom que j'avais donné dans, entre autres, diverses brèves du Courrier des stratèges, dont je rappellerai, dont je placerai le lien en description de cette vidéo. Le nom que j'avais donc donné à cette drôle de guerre ukrainienne, qui n'est évidemment pas très drôle pour les gens qui s'y font tuer, mais que, pour ma part, je compare tout de même à la drôle de guerre de 1940. Alors, tout en précisant que, de mon point de vue, c'est une sorte de drôle de guerre inversée, étant donné que le principe de la drôle de guerre d'origine, hein, la drôle de guerre franco-allemande de 1940, c'est qu'à vrai dire, on ne voulait pas vraiment se faire la guerre, ou du moins que une grande partie de l'état-major français, des élites françaises, espérait jusqu'au bout trouver un terrain d'entente avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Et que donc, au lieu de passer à l'offensive, quand elle aurait probablement stratégiquement dû le faire, eh bien, n'est-ce pas, on s'est endormi sur la ligne Maginot une fois de plus. Euh, En Ukraine, autour de ce conflit, parce que le conflit concret, il est malgré tout plus ou moins confiné à l'Ukraine orientale. Bon, j'aurais envie de dire que c'est une drôle de guerre à l'envers, étant donné que de mon point de vue, dans ce cas-ci, il est bien évident pour tous les protagonistes sérieux dès le début qu'il n'y a pas de guerre au sens classique, au sens clausewitzien du terme, c'est-à-dire une intention réciproque d'anéantissement total. Il est au contraire bien évident dès le début que les protagonistes ne veulent pas se faire la guerre. Et malgré tout, eh bien, on se tire énormément dessus. Les affrontements sont d'une rare férocité et comportent du coup même le risque dit risque d'escalade, c'est-à-dire le risque de transformer cette drôle de guerre en une véritable guerre, alors même qu'on ne l'a pas voulu. Hein. Donc, à l'inverse, d'une certaine manière, de ce qui s'est passé en 1940, quand au moins l'agresseur allemand, lui, comptait bien faire la guerre, et simplement son, son adversaire français était réticent
hésité à relever le gant et a hésité d'ailleurs si longtemps que finalement, quand il s'est décidé à le relever, il était trop tard. Alors, comment expliquer cette drôle de guerre 2.0, si j'ose dire, ou drôle de guerre inversée? Comment expliquer notamment justement cette inversion, c'est-à-dire notamment le fait que, eh bien, on se tire énormément dessus pour une drôle de guerre. Alors, il y a divers éléments d'explication. L'un de ces éléments, c'est que cette drôle de guerre donc, entre l'OTAN et la Russie, on pourrait même dire l'OTAN et le bloc eurasiatique, vient se greffer sur une guerre civile du monde slave oriental qui, elle, n'est pas imaginaire, qui, elle, est parfaitement sérieuse, qui durait d'ailleurs depuis 8 ans, disons au moins dans la phase aiguë durait depuis 8 ans, au moment où la plupart des Occidentaux ont l'impression que cette histoire a commencé, c'est-à-dire en février 2022. Donc, pour le dire en résumé, bon, bah, l'une des raisons, c'est que sur place, on a des gens motivés. Mais il y a une autre raison que j'ai évoquée dans ces brèves donc sur le thème du polygone Ukraine, qui est eh bien euh, la formidable aubaine que cette drôle de guerre, c'est ça, c'est un point commun qu'elle a avec les vraies guerres, notamment celles les grandes guerres du XXe siècle, c'est de constituer une aubaine pour l'industrie d'armement. Et effectivement, il est possible de procéder, j'allais dire de bout en bout, à une lecture des événements d'Ukraine orientale, des événements des 18 derniers mois, du point de vue de l'industrie d'armement. Il y a une lecture complète, il y a une logique complète, il y a, il existe la possibilité d'expliquer non seulement cette drôle de guerre en général, mais même le détail de son évolution, les épisodes successifs dans leur succession. Il est possible d'expliquer toute la séquence de façon presque intégrale en se basant sur une seule expertise qui est l'expertise de l'armement. Et ça tombe bien, Robert Castel en dispose. Ça commence par une première phase au cours de laquelle on vide les arsenaux des pays du flanc est de l'OTAN et de l'Union européenne, donc des pays post-communistes de l'OTAN, qui ont des arsenaux pleins d'armements soviétiques. Ça tombe bien, c'est celui que l'armée ukrainienne sait le mieux utiliser. Au début du conflit, on peut même dire en gros que c'est pratiquement les seuls armements que les Ukrainiens savent utiliser. C'est une excellente affaire puisque bah, d'une part ces arsenaux sont vidés, donc il va falloir remplacer. Donc les clients orientaux de l'OTAN vont passer à la caisse. Ça c'était baked in the cake. Hein. C'était absolument certain dès le début, puisque ce sont aussi les opinions publiques auprès desquelles l'argument de la menace russe, pour des raisons historiques, passe le mieux. Accessoirement, entre guillemets, ces arsenaux sont en partie le vide créé par l'expédition vers l'Ukraine des armements soviétiques est en partie comblé par des transferts vers les arsenaux des clients d'Europe occidentale de l'OTAN, lesquels évidemment vont eux-mêmes devoir remplacer ce qu'ils livrent soit par exemple à la Roumanie ou à la Pologne, en, en, en augmentant eux-mêmes leurs commandes d'armement acquis, et bien avant tout au complexe militaro-industriel américain. Alors, je dirais que ça, c'est la phase la plus unanime, hein, c'est la phase d'enthousiasme maximal, de bellicisme maximal euh, qu'on a connu, disons, pendant les 6 premiers mois de cette drôle de guerre, tout simplement parce que bah il y a pratiquement que des bénéficiaires, hein, en dehors évidemment des budgets nationaux qui vont être pillés. Bon, mais ça on a pris l'habitude. Et j'ai envie de dire que depuis que ce segment-là de la séquence s'est refermé, en gros depuis la fin de l'année 2022, il y a un peu de mou, hein, il y a, disons, il y a plus de modération dans le camp occidental. Pourquoi? Eh ben simplement parce que une grande partie des affaires qui pouvaient être faites l'ont déjà été, hein, donc il y a plein de gens qui n'ont plus faim. C'est là que commence très progressivement un deuxième segment de la séquence,
segment dont on pourrait dire qu'il est en train de se refermer à l'heure actuelle, segment au cours duquel on commence à livrer à l'Ukraine des armements occidentaux. Or, en écoutant Robert Castel, on se rend compte que à la fois le calendrier et le détail de ces livraisons, hein, c'est-à-dire ce qu'on livre et quand, est lui aussi parfaitement explicable par des raisons qui tiennent avant tout aux intérêts de l'industrie d'armement et de son marketing. Alors je sais bien que c'est un constat assez cruel pour tous les grands analystes militaires ou géopolitiques qui, eux, s'étaient efforcés d'expliquer, de trouver toujours des raisons politiques, stratégiques, psychologiques. Alors, voyez, maintenant, on envoie tel type de missile parce que, ça y est, les néocons, entre guillemets, ont pris le dessus et ont réussi à imposer leur agenda de destruction de la Russie, de démembrement de l'État russe, etc., etc. Mais voilà, le fait est que leurs explications à eux sont des explications ad hoc, sont des explications qui semblent pouvoir expliquer la séquence des événements tels qu'ils se sont effectivement produits, mais qui, à vrai dire, quand on les regarde de près, auraient très bien pu expliquer aussi une séquence contraire. Alors qu'en revanche, quand on adopte, comme le fait Robert Castel au début de cette interview, le point de vue de l'industrie d'armement, des diverses industries d'armement, des divers complexes militaro-industriels, puisque le complexe militaro-industriel occidental n'est pas le seul présent sur ce polygone Ukraine, hein. On a aussi vu le complexe turc, le complexe iranien et bien entendu le complexe russe faire d'excellentes affaires. Mais le protagoniste le plus impliqué, avant tout dans les livraisons d'armement à l'Ukraine, a bien entendu été le complexe militaro-industriel occidental, c'est-à-dire avant tout américain. Et donc, notamment, quand les livraisons d'armement occidental à l'Ukraine commencent, eh bien, il y a deux types de matériel, hein, le transport de troupes Marden et le char d'assaut allemand Léopard, qui sont en quelque sorte sacrifiés, hein. C'est-à-dire qu'on livre plus tôt que d'autres armements et en plus grande quantité. Alors, pour des raisons qui sont aussi en partie logistiques, c'est-à-dire que s'agissant notamment des chars d'assaut du point de vue de la disponibilité, hein, des stocks disponibles et de la proximité, donc des stocks disponibles à proximité géographique de l'Ukraine, eh bien, il y a avant tout des léopards. Et là, de ce point de vue-là, on peut dire que le complexe militaro-industriel allemand a été en quelque sorte victime de son propre succès, hein. Il faut savoir que, et Robert Castel le rappelle dans cette interview, sur les dernières décennies, les chars d'assaut allemands se sont en général beaucoup mieux vendus que leurs concurrents britanniques ou français. Donc un peu comme, si vous voulez, les berlines dans le domaine de la motorisation civile, les berlines allemandes ont remporté aussi la plupart des marchés, hein. Donc c'est, si vous voulez, le succès de de ce marketing allemand de la Deutsche Qualität, hein. Il y a des chars Léopard un peu partout dans les arsenaux des divers pays de l'OTAN ou alliés de l'OTAN. À quoi s'ajoute évidemment une raison politique que Robert Castel ne commente pas parce que c'est un peu délicat, mais c'est un secret de polichinelle, qui est que compte tenu du contrôle américain sous lequel est placée la vie politique allemande, eh bien, il est possible de forcer la main à l'Allemagne dans ce sens, et le résultat, eh bien, c'est ce fameux cette place des léopards, hein, comme on l'a appelé la presse internationale. Ces images qu'on a vu apparaître au cours de la contre-offensive ukrainienne euh, de chars d'assaut léopards détruits notamment par les drones russes et par l'aviation russe, qui suggèrent assez facilement aux non-initiés l'idée en partie fausse que le léopard serait un armement de mauvaise qualité, alors qu'en réalité, comme l'avait d'ailleurs souvent relevé Robert Castel dans aussi d'autres interviews, eh ben, tout simplement, quel que soit le type de char d'assaut que les Occidentaux auraient
dans le cadre de cette contre-offensive livrée à l'Ukraine. À partir du moment où l'Ukraine n'a pas la supériorité aérienne et d'artillerie nécessaire, ni dans beaucoup de cas d'ailleurs l'expertise nécessaire dans l'utilisation de ce matériel, eh bien, il était inévitable qu'elle enregistre un certain taux de perte, c'est-à-dire qu'une partie de ses armements se retrouve détruit sur le champ de bataille. Alors une partie, mais laquelle? Je viens de le dire, avant tout des tanks Léopard, de l'armement allemand. Alors en partie parce que bah, c'est surtout ça qui a été livré, hein, donc c'est ce que les Ukrainiens pouvaient utiliser, mais aussi, puisqu'ils ont quand même aussi reçu du matériel français et britannique, parce qu'il semblerait, et ça c'est une information trop peu commentée, mais qu'on retrouve dans cette interview de Robert Castel, parce qu'il semblerait que les Britanniques, et d'ailleurs peut-être aussi les Français, et livrer leurs armements à eux sous certaines conditions aux Ukrainiens. Or, ces conditions, s'agissant des chars d'assaut, auraient, semble-t-il, consisté à leur demander de les utiliser en mode sniper, hein, c'est-à-dire en fait de s'en servir à couvert. Donc non pas dans le mode opératif qui est celui de l'assaut, hein, d'où le terme d'ailleurs char d'assaut, qui est celui qui expose le plus le matériel à la destruction, mais de manière à pouvoir éviter les tirs de représailles et donc la destruction, et avant tout, disons, la destruction spectaculaire, hein, de manière simplement à éviter de se retrouver avec des épaves, des carcasses de tanks britanniques au milieu du champ de bataille, amplement filmées par la presse russe, relayées par la propagande russe dans le monde entier. Et c'est justement cette analogie euh, des, par analogie avec cette explication de l'utilisation qui a été faite des matériaux livrés dans le domaine terrestre, dans le domaine avant tout des chars d'assaut, euh, qui, qui permet à Robert Castel d'expliquer aussi la situation souvent mystifiée dans la presse, qui est celle des fameux F-16. Alors là aussi, si vous êtes un peu trop dépendant dans votre panier de courses informatif de sources, je dirais trop étroitement connectées à la propagande d'État russe, qui est aussi la propagande du complexe militaro-industriel russe, vous êtes peut-être convaincu, on a réussi à vous convaincre que, eh bien, les Occidentaux veulent pas envoyer de F-16 parce que les F-16, entre guillemets, c'est de la merde, c'est un très mauvais matériel, ils savent très bien qu'ils vont se faire descendre et c'est pour ça qu'ils ne les envoient pas. À vrai dire, c'est là encore c'est une explication ad hoc. Les armements soviétiques et les arsenaux du flanc est de l'OTAN qui ont précédemment été envoyés sont encore moins fiables. Ça n'a pas empêché l'OTAN de les livrer presque intégralement à l'Ukraine, hein. Il semblerait que la Slovaquie notamment ait complètement vidé ses arsenaux, hein, se retrouve actuellement tout simplement désarmée. Ce qui est source d'ailleurs dans cette d'angoisse, hein, puisque ça reste quand même un pays frontalier de l'Ukraine. Non, le problème, il tient là encore aux intérêts du complexe militaro-industriel et ici plus spécifiquement à la marque F, donc au fait que derrière le F-16, bon, qui effectivement est un modèle déjà dépassé technologiquement, mais derrière le F-16, il y a le F-35, hein. Donc l'objectif des constructeurs du F-16, c'est plus tellement de vendre du F-16, c'est de placer le F-35. Alors, les experts savent très bien que, aussi bon ou mauvais que soit le F-16, de toute façon, le F-35, à la génération suivante, c'est comme les iPhones, est bien meilleur. Et oui, mais voilà, le département marketing de ces mêmes entreprises, lui, sait très bien aussi comment fonctionne la psychologie de l'acheteur, qui est souvent déterminée par, on va dire, des acteurs politiques, pas forcément très versés en technologie militaire,
ou qui doivent tenir compte d'une ambiance médiatique, de l'opinion d'une classe médiatique, d'un électorat, etc., qui est encore moins versé que dans ces questions de technologie militaire. Et c'est ici qu'apparaît, si vous voulez, la mentalité des marques. C'est-à-dire que le risque d'envoyer des F-16 à l'Ukraine, c'est que ces F-16 se fassent descendre de façon totalement prévisible par des chasseurs russes de dernière génération technologiquement effectivement supérieurs au F-16, est-ce que ça veut dire que l'industrie de l'aviation militaire russe en soi est dans l'ensemble nécessairement supérieure à son concurrent occidental ou à ses concurrents occidentaux? Ça n'est pas certain, mais effectivement, en multipliant les épaves de F-16, le risque que courent les constructeurs du F-16, eh bien, c'est de voir des conclusions hâtives, en quelque sorte, se former dans l'opinion, à la fois l'opinion publique et puis les élites politiques des pays clients potentiels du F-35, et donc de perdre des commandes de F-35 à force de livrer des F-16 à un pays qui risque de les employer massivement, hein, puisque les Ukrainiens, ils en ont réellement besoin, et en plus de les employer massivement, j'allais dire sans ménagement, hein, puisque bon, on l'a bien compris, la vie du soldat ukrainien n'est pas très chère, et avec le résultat donc prévisible de se retrouver, alors même si les dommages infligés au passage à l'armée russe ne seraient probablement pas négligeables, mais de se retrouver avec une effrayante collection d'épaves de F-16, naturellement soigneusement filmées par la propagande russe partout où c'est possible, et de se retrouver avec ces images emplissant Internet et détruisant non seulement la réputation du F-16, ça c'est pas très grave, c'est un armement technologiquement déjà dépassé, mais aussi et surtout la réputation du F-35. Et c'est là qu'on touche du doigt un élément, j'allais dire, d'histoire culturelle, qui se trouve à l'arrière-plan de tous ces phénomènes, de toutes ces évolutions, que Robert Castel, justement, relève dans cette interview. Et c'est le fait que, en Occident, dans l'Occident, disons, de la deuxième moitié du XXe siècle, on s'est peu à peu installé dans une idéologie qui est celle de la guerre sans mort. Donc, c'est l'idéologie des armes magiques, où effectivement on peut voir un parallèle avec cette campagne idéologique qui a été celle du Troisième Reich au cours de sa dernière année d'existence, hein, donc la propagande des Wunderwaffen, simplement dans un contexte politico-culturel déjà tout à fait différent, beaucoup mieux illustré à vrai dire par exemple par les guerres menées par l'OTAN en Irak. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les pays occidentaux en réalité se démilitarisaient, hein, notamment du point de vue des effectifs, Robert Castel rappelle dans cette même interview que l'armée britannique tiendrait probablement dans l'un des grands stades de football du Royaume-Uni, hein, et il semblerait même qu'il resterait encore quelques sièges libres. Au cours de la même période, à force de livrer des guerres technologiquement asymétriques à des armées, elles, en revanche, amplement pourvues en personnel, des armées du tiers-monde, mais en employant contre elles des armements d'une grande sophistication et en obtenant en réalité un effondrement politique des régimes visés, on s'est habitué à cette idée que bah, on peut faire la guerre avec une poignée de spécialistes très très bien formés, eux-mêmes équipés d'armements magiques, c'est-à-dire d'armements qui permettent d'emporter la décision avec un minimum de victimes. Et c'est justement en raison de cette structure culturelle que, à partir d'un certain moment, on va voir le polygone Ukraine en quelque sorte atteindre une limite structurelle. Et ce moment, c'est le moment où cet armement, donc conçu dans le cadre de la mentalité, de l'idéologie de la guerre à zéro mort, va être livré à une armée qui, elle, en revanche, compte à peine ses victimes et compte bien mener une guerre à l'ancienne, une guerre de haute intensité contre une autre armée hautement technologisée. Et là, tout d'un coup, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que
Finalement, c'est une constatation qui avait déjà été en partie celle de la Wehrmacht lors de sa tentative avortée d'invasion de l'Union soviétique en 1941. On se rend compte que, eh ben, finalement, il y a des seuils quantitatifs, hein, c'est un peu de l'hégélianisme à l'envers, c'est-à-dire que le principe du saut qualitatif chez Hegel, c'est qu'à partir d'un certain moment, la qualité se traduit, la quantité débouche sur une différence qualitative, mais à l'inverse, il semblerait qu'il existe aussi un seuil qualitatif inférieur, et que quand on passe ce seuil, notamment parce qu'on se retrouve face à une armée qui est disposée à laisser beaucoup de bonhommes sur le carreau, eh bien la supériorité qualitative des armements perd de son importance et on se rend compte que finalement ce qui emporte la décision, eh bien c'est cette dimension que Robert Castel appelle relativement moins sexy de l'industrie d'armement et qui est d'avoir des stocks, notamment d'obus, hein. Des stocks d'obus qui n'ont pas les qualités plastiques, les qualités de marketing qui n'ont pas le sex appeal photogénique d'un un chasseur bombardier de dernière génération, mais qu'on est bien obligé malgré tout de remplir, pour autant qu'on veuille mener des conflits d'une certaine durée et d'une certaine intensité face à des armées, encore une fois, disposées à laisser du monde sur le carreau. Et j'aurais envie de dire que c'est ici que cette explication technico-commerciale de la séquence des événements de la drôle de guerre d'Ukraine orientale rejoint en quelque sorte la dimension politique, étant donné que ce qu'on a vu récemment à Vilnius, hein, donc la désillusion ukrainienne de Vilnius, finalement, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les Occidentaux, dans un sens très large, hein, d'ailleurs incluant les satellites récemment accolés au bloc occidental en Europe orientale, que les Occidentaux, en réalité, ne sont pas disposés à devenir ukrainiens. En d'autres termes, qu'une fois qu'ils auront mené leur drôle de guerre contre la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens, ils n'ont en réalité aucune intention de réinstituer la conscription, de reconstruire des armées massives, des armées de citoyens soldats, équipées dans une optique quantitative en vue de guerres de haute intensité, etc. Alors, est-ce qu'on pouvait prévoir que cette question finirait par se poser? À mon avis, bien sûr, c'est quelque chose qu'on pouvait prévoir dès le printemps 2022 et que très probablement les gens sérieux, hein, les décisionnaires sérieux au sein du camp occidental avaient déjà prévu à ce moment-là. Est-ce qu'on aurait par conséquent pu, et probablement d'un point de vue moral, on pourrait probablement aussi ajouter dû, dès ce moment-là, arrêter les frais? Oui. Est-ce qu'on l'a fait? De toute évidence, non. Et la grande question va évidemment être pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et pour comprendre cela, je dirais qu'il y a deux raisons principales. L'une qui est d'ordre économique, ou qui tient, pour le dire différemment, à l'influence qu'a gagné dans le cadre du capitalisme de connivence le complexe militaro-industriel sur la décision politique au sein des États occidentaux. Ce à quoi il faut néanmoins, à mon avis, aussi ajouter, ça Robert Castel n'en parle pas, une raison politique, et qui est que, comme vous le savez, de mon point de vue, j'ajouterai aussi des liens vers une ou deux brèves qui m'ont donné l'occasion d'y faire allusion. À mon avis, cette drôle de guerre ukrainienne, c'est aussi et avant tout un chapitre supplémentaire de la grande réinitialisation schwabienne, hein, une séquence supplémentaire de cette opération d'ingénierie politico-sociale, euh, donc au service des mêmes objectifs qui avaient précédemment été celui du chapitre quotidien de cette même réinitialisation, hein. Donc, grande réinitialisation, chapitre 1, le Covid, chapitre 2, l'Ukraine. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.